Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de deck building FFTCG. Et aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre, on va parler d'un deck Mog. Alors, un deck Mog, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un deck qui va être contrôle. C'est-à-dire que le but c'est de contrôler le terrain. Et l'objectif c'est d'avoir le plus de Mog possible sur le terrain. Parce que la mécanique principale des Mog, c'est que plus il y a de Mog sur le terrain, plus les effets des Mog seront forts. Donc l'objectif de ce deck là, c'est d'avoir un deck stable, contrôle, avec le plus de Mog possible sur le terrain pour booster au maximum les effets de nos Mog. Alors, le problème principal de ces Mog, c'est que ils ont toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc pour jouer beaucoup de Mog différents, il va falloir jouer plein de couleurs différentes. Alors au début du jeu, c'était quasiment infaisable, parce qu'on fallait faire avec 5 couleurs, enfin c'était ingérable, on n'avait jamais les CP dont on avait besoin, enfin, c'était pas jouable. Puis est arrivé quelques opus suivants, à l'opus 6 exactement. Puis il y a à l'opus 7 une autre carte qui va arriver. Des cartes qui vont nous permettre de jouer ce deck là. Pourquoi? Parce que ce sont deux cartes qui ont un intérêt très intéressant, c'est que nos soutiens vont pouvoir produire n'importe quelle couleur de CP. Et donc là tout de suite ça devient beaucoup plus jouable parce que on peut se permettre de mettre plein d'éléments différents et d'avoir toujours une base de mana, une base de couleurs stable. Comprenez par là que si j'ai besoin du vent, j'ai du vent à disposition, si j'ai besoin de feu, j'ai du feu à disposition, et ainsi de suite. Donc ça nous a permis de créer un deck plutôt stable, avec plein de couleurs différentes pourtant. Donc ça apporte un deuxième intérêt, c'est que l'intérêt de ce jeu-là, c'est que les couleurs, en général, ont un domaine de prédiction, ils sont très forts. Et donc là, ça nous permet de mettre des cartes de plusieurs éléments, donc ils sont très forts dans leur domaine. Donc ça va être ça l'intérêt principal de ce deck-là. On va jouer des cartes qui sont fortes dans un domaine précis, et tout ça va être homogène et va nous permettre de faire gagner la partie. Même si globalement on va plutôt se baser sur du duel adverse, ça va être principalement la mécanique. Mais c'est pas la seule, c'est-à-dire qu'on est à mine de rien ce deck, même s'il est un peu lent à mettre en place, on va avoir beaucoup de solutions contre beaucoup de situations différentes. Donc sans plus tarder, on va commencer par les soutiens pour voir, et qui est la partie la plus importante de ce deck là, pour voir comment ça se joue. Donc, au niveau des soutiens, donc comme je vous ai dit, l'objectif c'est d'avoir le plus de Mog possible, donc on a des soutiens qui sont intégralement des Mog, il n'y a pas d'autres soutiens qui ne sont pas des Mog, ça va être notre principale source, même notre quasi unique source, même c'est unique je crois dans cette version du deck, c'est notre unique source de Mog, donc on peut avoir 5 Mog sur le terrain, ce qui est déjà très fort. Donc pour commencer, on va jouer l'une des cartes que je vous disais qui arrive en opus 7 et qui va permettre de stabiliser un peu le deck. On va jouer Mog Crystal Chronicle. Alors c'est un soutien 1/4, donc un peu cher, mais c'est pas grave parce que son effet est très fort. Et il dit tout simplement, les soutiens de job Mog que vous contrôlez peuvent produire des CP dans n'importe quel élément. C'est ce qui nous permet de stabiliser le deck. Pourquoi on en joue que 2 et pas 3? Parce que mine de rien, on a pas mal de tutos à Mog dans ce deck là. Donc on va essayer de gérer au maximum. On va essayer de au maximum limiter le nombre de soutiens un peu chers qui sont à 4. Vous verrez que la quasi-totalité de nos soutiens vont être à 2. Il n'y a que 2 exceptions que je vais vous montrer tout de suite. Deuxième exception, pourquoi on va jouer ce soutien là, c'est Frère Mog. Alors Frère Mog, nous on va jouer en x3, pourquoi? Parce que c'est l'un de nos principaux tuteurs de Mog. Quels sont les effets? Pour 3, c'est un soutien terre. Lorsque Frère Mog entre sur le terrain, on va regarder les 5 cartes de notre deck, et on va ajouter un Mog dans notre main, et on va placer les autres sur notre deck. Donc déjà c'est très fort, ça va permettre de regarder un peu ce qu'on va piocher, et prendre un Mog pour mettre dans notre main. Donc ça c'est très fort, de base. Dans ces classes, on veut avoir les Mog principaux très vite. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que, une fois sur le terrain, il sert pas à grand chose. On ne veut pas qu'il reste sur le terrain. Et heureusement, il a un effet pour se détruire. On va le dueler, le détruire, et on va jouer un Mog de coup 2 depuis notre main. Voilà. Donc ça nous permet en plus de le transformer dans notre Mog, qui est beaucoup plus intéressant. Ensuite, on va jouer en x3 également, ce sera le dernier soutien qu'on va jouer en x3. Ce sera Mog Mobius. Alors, quel est l'intérêt de Mog Mobius? Déjà c'est un Mog de coup 2, donc c'est très bien. Deuxième effet, c'est que lui, ce qui va nous intéresser, c'est que pour 2 terres, on va le dueler, on va le détruire, on va chercher un avant dans notre deck et on va l'ajouter. Donc ce Mog là, c'est un tuto avant. On a besoin d'avant quand même pour gagner la partie, donc on a besoin d'avant spécifique. Si on a besoin d'avant spécifique, et ben on peut le chercher avec cette carte là.
C'est pour ça qu'on joue en x3. Il peut être détruit, donc on va en profiter. Ça va être aussi l'un des deuxièmes problèmes du deck, c'est que nos soutiens, à part ces deux-là, ils vont pas être détruisibles. Donc une fois qu'ils sont sur le terrain, ils sont sur le terrain ad vitam aeternam. Donc il va falloir faire très attention aux soutiens qu'on va poser. On va finir avec nos soutiens terre par Sorbet, qu'on va jouer en x2. Alors là, ça y est, on commence à rentrer dans les mogs qui vont se booster entre eux. Alors, c'est un soutien à 2, terre, et je paye 2 terres, je le duel, et je choisis un avant en train de bloquer. Pour chaque job mog que je contrôle, il va gagner plus 1000 de force. Donc ça, c'est notre smog défensif. Il va être là pour bloquer les avants adverses. On est là pour... Tu veux attaquer, bah ok, très bien, je crée un mur. Ça va être globalement l'idée. Pourquoi on joue que x2? Bon, on a plusieurs tutos à mog, et ensuite c'est pas le plus intéressant non plus. C'est-à-dire qu'il est là uniquement en défense. Mais notre deck va avoir quand même une sacrée base de terre. Hein, parce qu'il faut jouer quand même au début du jeu, bah ces cartes-là, parce qu'au début du jeu, tous nos soutiens ne peuvent pas faire tous les CP. Donc on a besoin d'une base de terre, c'est un peu là. On va avoir une grosse base de terre. Et il va falloir donc un certain nombre de soutiens qui va être joué de cet élément. Donc voilà, on a quand même 10 soutiens terre. C'est très bien. Ensuite, maintenant on commence à partir sur les couleurs différentes. Alors, on va jouer l'un des mogs les plus intéressants du deck, en x2, Mandoline. Alors, Mandoline, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est toujours un soutien à 2, on reste dans le même mode que Sorbet, c'est un soutien qui va se booster en fonction des autres modes. Quel est son effet? C'est que pour 2 foudres, on va choisir un avant, activé, contre par l'adversaire, forcément, et jusqu'à la fin du tour, on va perdre 1000 de force pour chaque mog que je contrôle. Donc dans ce deck-là, il va souvent perdre 5000 de force. Alors 5000 de force, déjà c'est énorme, mais on va voir qu'en fait, on va avoir dans le but du deck, c'est de réactiver tout le temps nos soutiens. Donc c'est important de... comment dire? Ça peut être une carte qui va être utilisée plusieurs fois par tour. Donc on peut très vite gérer un board avec, rien qu'avec cette carte-là. Ensuite, deuxième mog très important, qui lui va être le seul représentant de sa couleur. On n'aura pas d'autres couleurs dans cette carte. Ça va être Mont Blanc. Alors, Mont Blanc, toujours dans le même délire. Plus il y a de mog, plus c'est fort. Lui, c'est pour 2 feux, on va le dueler. Il va faire 1000 points de dégâts par mog qu'on contrôle. Un avant. Donc ça c'est fort, pourquoi? Parce qu'on va avoir des cartes qui vont... On peut baisser la force puis faire des dégâts. On a des cartes qui peuvent avoir l'initiative, bah, on va faire les pings, le petit ping qui manque. Voilà. Ça va être nos 2 cartes offensives. Elles sont là pour gérer le terrain adverse. Ensuite, pour gérer notre terrain, on va continuer avec nos nœuds. On a 2 nœuds. Donc qu'est-ce que ça fait? Lui, toujours en même veine, on va payer 2 CP vent, et on va choisir autant d'avant que de job mob qu'on contrôle, et on va les activer. Alors là, par contre, il faut faire un peu attention, même si l'effet a l'air très fort, et il l'est, hein, globalement il est très fort, mais il faut faire attention sur le wording. C'est pas choisir jusqu'à autant d'avant que job mob contrôle, c'est autant. C'est-à-dire que si j'ai 5 mogs sur le terrain, il faut que j'ai 5 cibles valides. L'intérêt, c'est que je peux quand même cibler les avants adverses. Bon. Quel peut être notre intérêt à réactiver les avants adverses? Si on veut jouer un deck duel, et bah ça peut nous servir par exemple pour Mandoline. Si on veut gérer un avant qui nous gêne, on peut faire perdre sa force avec Mandoline, en le réactivant, puis en réactivant Mandoline. Ça coûte cher, mais ça peut être intéressant. Globalement, cette carte est forte pour défendre, parce qu'on peut attaquer, puis réactiver nos avants sur le terrain. Donc ça. Et enfin, dernière couleur qu'on va jouer, et on quitte un peu la mécanique des mogs qui vont se booster, entre eux, on va jouer Mog 13-2. Alors, pourquoi on va jouer cette carte-là? Cette carte-là dit, c'est un soutien à glace pour 2, je vais choisir un Serra ou un Noël, il gagne bravoure ou initiative jusqu'à la fin du tour. Alors, pourquoi cette carte est intéressante? Parce que notre avant principal va être une Serra. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et lui donner bravoure ou initiative, bah ça va permettre de rendre la carte plus forte qu'elle ne l'est déjà. Ça va être un peu le problème de cette carte-là, c'est que nos avants sont assez fragiles. Donc il va falloir de l'initiative, c'est extrêmement fort, avec mon blanc, avec Mandoline, avec Sorbet même en défense. On a plein de choix possibles, donc c'est pour ça qu'on va la jouer. Donc voilà, on a un total de 18 soutiens, 10 avant, 10 soutiens terre, et 8 soutiens d'éléments différents. Ça fait peu de cartes, mine de rien, de chaque élément. Hein, on a 2 foudres, 2 feux, qui ne vont pas être des couleurs qu'on va jouer, 2 vents, 2 glaces. Donc c'est pour ça que je vous dis que la mécanique principale, ça va être donner CP à n'importe quelle carte. Avec Mog FC. Il faut que ce soit stabilisé, parce qu'on va pas avoir que d'inventaire. Je vous spoil, on aura même assez peu d'inventaire. Au final. Donc voilà. Ça, c'est les soutiens
Ça nous fera donc 5 mobs possibles sur le terrain. Tout ça est tutorisable, c'est très bien. On va pouvoir passer aux avants. Alors, pour les avants, on va jouer forcément des cartes qui vont être... Notre objectif, ça va être de dueler un peu les adversaires en face, ou de empêcher de bloquer. Notre objectif, c'est que nos avants sont pas très forts, et on va les rendre forts justement grâce au mode. Ça veut pas dire que les cartes en elles-mêmes sont faibles. Attention. On va voir donc l'avant principal du deck. Et évidemment, quand on joue Mog, on a envie de jouer Serra Starter. Alors, pourquoi ça? Donc c'est un avant à 5 qui a un X-Burst. Son X-Burst dit, lorsqu'elle rentre sur le terrain, ou lorsque l'X-Burst s'active, je vais chercher un job Mog dans mon deck et je lui mets un. Voilà, un tuto à Mog, c'est excellent. Deuxième effet, c'est lorsque Serra attaque, j'active tous les Mogs que je contrôle. Et là, par contre, les combos commencent à arriver. C'est-à-dire que je peux activer une fois une compétence d'un Mog, attaquer, réactiver tous mes Mogs, refaire une des compétences de Mog. Je peux activer 2 fois mon une dans le tour. Je peux activer 2 fois mon blanc dans le tour. Ça pourrait être un truc idiot, mais je pourrais activer 2 fois nous dans le tour. Voilà. Ça me permet donc, par exemple, de... ou alors de poser plein de cartes sur le tour, parce que ça me fait des CP, mine de rien. Donc je pourrais jouer plein de cartes sur le tour. Voilà, cette compétence est très forte. Et ensuite, elle a une dernière compétence qui est excellente, c'est on va se défausser dans le job Mog, on va choisir un avant, on va le dueler. Ça va nous permettre de... Comme on a 18 soutiens, qui sont tous des Mog, bah, une fois que nos 5 soutiens sont posés, bah, ces Mog dans la main ne servent plus à rien. Et bah cette carte nous permet de donner un intérêt à nos Mog dans la main. On va dueler les avant adverses comme ça. Ensuite, on va continuer à jouer dans les CP, c'est-à-dire on va jouer 3 Léo. Donc c'est la carte que je vous disais qui est sortie en opus 6 et qui a rendu le deck viable. Donc c'est un avant à 1 pour 1000. C'est très faible au niveau du body, hein. Ça meurt sur tout et n'importe quoi. Par contre, il a 2 petits effets sympathiques. Premier effet, c'est pour chaque personnage que je contrôle, il va gagner plus 1000 de force. Donc soutien, monstre et avant. Donc au final, 1000 de force c'est pas si faible, c'est faible, mais il va avoir assez rarement 1000 de force, il va être 7, 6, 7. Donc, pour 1, 6, 7 c'est excellent, hein, on va pas se le cacher. Surtout que son deuxième effet est très fort. Alors, c'est les soutiens que je contrôle peuvent produire des CP de n'importe quel élément. On refait l'effet de Mog Crystal Chronicle qu'on avait. Alors ceci lui, pourquoi on joue en x3 et pas le Mog en x3. Alors Mog en x3, on joue en x2 parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des tutos à Mog. On va pas en avoir beaucoup plus. Pourquoi on jouerait pas en x2 alors ce Léo, parce qu'on a déjà 2 cartes qu'on va tuto facilement. Et ben en fait c'est très simple. Mog c'est un soutien à 4, donc il est détruit par des 4 monkiers. Si j'ai plus ma base de soutien d'éléments différents, mon deck est nul à chier. Il redevient ingérable. On peut pas le jouer. Parce qu'il y a on a trop de couleurs différentes, ça devient trop compliqué à jouer. Donc on a besoin d'avoir toujours au moins l'une des 2 cartes sur le terrain. Que ce soit Léo, soit Mog, ou les 2. Parce que mine de rien, les 2 ne se gênent pas. C'est pour ça qu'on joue en x3. C'est un avant qui est peu cher. Et si on est plus détruit, on peut le rejouer. Pas cher, parce qu'on n'a pas beaucoup. Et si on n'a toujours pas pioché notre Mog avec Crystal Chronicles, bah, ça nous fait quand même une base, ça refait notre base de CP. C'est une carte à terre en plus qui est très fort parce qu'on a 10 soutiens terre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc mine de rien, ce sera pas la carte la plus compliquée à jouer. Mais on veut qu'elle soit toujours là. On veut toujours avoir que cet effet soit toujours sur le terrain. Donc 5 cartes dans le deck qui ont cet effet là, c'est un minimum. Ensuite, on va jouer 3 Lightning L de l'opus 4. Alors, on rejoue encore un avant à 5. Vous verrez, il y aura quand même quelques avant à 5. C'est un deck où les avants coûtent assez cher. Mais c'est pour ça qu'on va... C'est un deck, de toute façon, on a besoin de soutien, dans tous les cas. Donc, on va perdre du temps à jouer soutien pour après jouer des gros avants. Voilà. Alors, pour 5, c'est un avant à 7,5. Donc, niveau body, c'est pas ouf pour son coup. Mais elle a beaucoup d'avantages. Donc, déjà, elle a booster. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir attaquer directement lorsqu'elle rentre sur le terrain. Et là, elle va avoir pas mal de compétences intéressantes. Donc, lorsqu'elle rentre sur le terrain ou qu'elle attaque, je veux choisir un avant contrôlé par notre adversaire. Et si je contrôle un personnage de catégorie 13, autre que Lightning, donc un autre personnage de catégorie 13, je peux le dueler. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de cartes de FF13, mais en fait, si. On a 3 Serra, on a Mog FF13-2, qu'on va jouer assez souvent sur le terrain. On va avoir des monstres FF13, et on va avoir d'autres avant FF13 dans le deck. Pas beaucoup, mais de toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup plus, on a juste besoin d'un seul. Donc ça peut être de, quand j'arrive sur le terrain, et qu'elle attaque, de dueler 2 avant. Donc on va jouer sur le duel, globalement. Et enfin, le deuxième effet qui est sympathique, c'est que je peux défausser une carte Lightning de ma main, je retire Lightning du jeu, et je la rejoue sur le terrain duelé. Pourquoi c'est fort? C'est-à-dire que si jamais on veut me la détruire, bah je peux dire, ah bah,
elle quitte le jeu, ce jeu c'est plus même avant, elle n'est pas détruite. Et en plus de ça, lorsqu'elle rentre sur le terrain, si je contrôle un personnage de catégorie 13, je duel en avant. Donc, c'est une carte offensive qui est là pour dueler en face et être agressif à partir du moment où on a posé notre port. Ensuite, vu qu'on a beaucoup d'avants chers, on va jouer des avants peu chers. Et on va jouer des avants peu chers qui sont efficaces. Un avant peu cher efficace, ça va être Ramsa Opus 7. Alors, pourquoi c'est très fort? C'est très fort parce qu'en fait, c'est une carte pour 1-2000, donc c'est toujours très faible. Mais il a beaucoup de compétences qui nous intéressent. Donc, premier effet, c'est s'il a 4000 de force ou plus, il va gagner booster. S'il a 6000 de force ou plus, il va gagner bravoure. Et s'il a 8000 de force ou plus, il va gagner initiative. Pour ça, c'est très fort, mais il faut un moyen de le booster. Et malheureusement, la carte est bonne pour ça, il faut payer un foudre tout simplement, et il va gagner 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Alors, Ramsa, c'est une carte qu'on joue globalement en mono foudre. Pourquoi? Parce qu'il faut jouer beaucoup de foudre pour qu'elle devienne intéressante. On joue pas un mono foudre, mais on joue un deck où on peut avoir des CP de n'importe quelle couleur. Donc à n'importe quel moment de la partie, à partir du moment où on peut jouer de n'importe quel CP, c'est-à-dire qu'on a Léo ou Mauvais FC sur le terrain, et ben on peut avoir cette carte-là peut devenir très dangereuse, parce qu'elle peut devenir très vite forte, et on peut pas la bloquer sans risquer de se prendre un backfire dans la tête. Donc, excellente carte qui est jouée en mono foudre, mais qui est très jouable en mono mode. Ensuite, on va jouer 2 Xesat, toujours le plus 7. Alors, c'est un avant 4 pour 8000 en terre. Donc c'est un avant qui a un body qui est très correct, comparé aux autres avants qu'on va avoir. Là où il va être fort, c'est qu'il va avoir pas mal de compétences différentes, donc il est très versatile. Pourquoi? Je m'explique, c'est qu'on va payer 2 terres, et il peut gagner 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Donc si on a besoin d'un gros bloqueur ou d'un gros avant, on peut avoir ça. Si on paye un terre et un glace, on peut choisir un avant duelé et lui faire 4000 points de dégâts. Si on paye un terre et un vent, on peut choisir un avant, on le réactive. On peut payer aussi un terre et un foudre, on choisit un avant activé et on le fait 4000 points de dégâts. Pourquoi on joue cette carte là? Parce que elle est forte dans un deck où il y a beaucoup d'éléments différents. Ça tombe bien, on peut avoir accès à tous les éléments possibles. Et même si on n'a pas accès à Léo ou à Mauvais FC, tous les éléments, c'est les couleurs du deck. Hein, glace, vent, foudre. Bon, il y a du feu, mais on joue du feu, mais lui n'en profite pas. Et donc c'est une carte qui est là pour gérer un peu, pour faire un peu le café, elle va faire un peu tout ce qu'on a besoin. Besoin de faire des dégâts avant activés, on peut le faire. Besoin de faire des dégâts avant duelés, on peut le faire. Besoin d'un gros avant, on peut le faire. J'ai besoin de réactiver un seul avant et pas une infinité à cause de Nono, je peux le faire. Donc cette carte là va être très intéressante pour justement tout ça. Ensuite, on va jouer une carte un peu plus controversée entre guillemets, on va jouer Noël Starter Opus 1. Alors, pourquoi on joue cette carte? On joue cette carte parce que c'est un 3 pour 3, c'est un 5000. C'est nul, c'est pas très bon. Mais il a booster de base. 3-5000 boosters, on est à la limite du passable. Mais l'un deuxième intérêt, c'est que si je contrôle une carte de Serra, il va gagner 2000 de force. Donc là on passe à 3, 7 pour 3, une 7000 booster c'est une Serra sur le terrain. Là tout de suite ça devient correct. Mais là où ça devient super fort, c'est que on a notre Mog FF13-2. Rappelez-vous, il fait choisissez un nom de carte Serra ou un nom de carte Noël, il va gagner initiative ou bravoure. C'est pour ça que j'ai joué plutôt qu'Ilua. Ilua est une excellente carte, elle va très bien pu rentrer dedans. Mais déjà j'ai envie de jouer un personnage FF13 parce que je veux un personnage FF13 en plus pour Lightning. Et en plus de ça, je peux lui donner initiative ou bravoure. Ce qui fait que la carte peut passer pour 3 à 7000, booster, initiative ou bravoure sur le terrain. C'est fort. Du coup c'est une carte qui devient assez intéressante dans ce deck là. On la joue en x2 parce que je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Hein, c'est pas une carte indispensable au deck, mais ça rajoute une petite pointe d'agressivité une fois qu'on s'est posé. Voilà. Ensuite, on va jouer 2 rôdeurs Opus 3. Alors, Opus 3 c'est une carte vent qui a 3 CP et a 7000 de vent. Donc là on est complètement dans la curve, c'est très bien. Et il y a une compétence qui est très forte, c'est justement qu'il n'est pas ciblable par les compétences de l'adversaire. Donc c'est une carte qui a un body qui est correct, qui va nous permettre d'être souvent là sur le terrain. C'est-à-dire que pour la gérer c'est un peu plus compliqué, il faut lancer une invocation, enfin, c'est pas forcément très évident. Et là où c'est fort, c'est que justement, ça peut nous faire un bloqueur un peu fort, parce qu'avec Mandoline on peut diminuer la force des avant qui bloquent, avec un sorbet on peut augmenter sa force, et il va être compliqué à gérer. Voilà. Donc c'est une carte qu'on doit jouer, qui est correcte, qui est là pour stabiliser un peu le terrain, pour éviter que notre terrain dégage en 2 secondes. Ensuite, on va commencer à la carte qu'on joue en x1. On va jouer un Snow plus 1. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une carte glace en plus, au cas où si j'ai pas de CP, de générateur de CP différent,
pour pouvoir jouer mes Serra ou mes Mog FF13-2. Et en plus de ça, elle rend complètement l'optique du deck, c'est que pour un 3000, pour une carte à 1, c'est pas la force qu'on demande en général, lorsqu'il attaque, on va pouvoir choisir un avant contre notre adversaire, on va le dueler. Et si je joue une Shiva, je peux le geler également, mais j'ai pas de Shiva dans le deck, donc c'est pas grave. Donc c'est une carte qui rentre encore dans l'optique, on va dueler l'adversaire. Voilà. C'est une bonne carte, on va jouer en x1, c'est pas en plus. Ensuite on va rentrer dans une carte encore en x1, mais il coûte cher cette fois-ci. On va jouer un Cécile L de l'Opus 5. Alors pourquoi Cécile L de l'Opus 5 c'est fort? Alors déjà elle a un X-Burst, donc ça peut être très intéressant. Et elle a 9000, donc ça va être un gros ton dès le temps qu'elle est sur le terrain. Quel est son deuxième intérêt? C'est que lorsqu'elle va rentrer sur le terrain, je vais choisir un avant duelé. Et je vais le détruire s'il a un coût inférieur ou égal au nombre de dégâts que j'ai reçus. Comme notre deck va mettre un peu de temps à se mettre en place, on sait qu'on va risquer d'être derrière en termes de points de vie assez rapidement dans la partie. Hein, on peut pas agresser comme ça, comme on veut. Donc ce cas-là, en exer va punir une attaque, ou si je l'ai pas en exer, c'est une grosse carte qui va nous permettre de gérer un avant qu'on a préalablement duelé, et ça nous reste toujours un gros ton sur le terrain. C'est une très bonne carte. Comme on a beaucoup de cartes qui coûtent 5, je les mets qu'en x1. La dernière carte que j'ai jouée, c'est encore une carte qui coûte 5, mais cette fois-ci, son objectif c'est pas de gérer, son objectif c'est d'être aggro, c'est Van L Opus 5. Alors, quel est son intérêt? Donc c'est une carte pour 5-8000, donc c'est ok, c'est pas ouf, mais c'est ok. Quel va être son intérêt? C'est que lorsqu'il va attaquer, on va choisir jusqu'à 2 des 5 actions suivantes. Donc c'est une carte qui est très versatile, parce qu'on a 5 actions différentes et on en fait 2. Alors, première action, c'est piocher une carte. Piocher une carte, c'est toujours très intéressant dans un deck, surtout qu'on a besoin de ressources. On peut choisir un soutien, on va le réactiver. Ça peut être très intéressant pour activer des mandolines, des nonos, enfin des Mont Blanc. Il faut activer tous nos soutiens. On peut choisir un avant, dueler-le, et le dueler. Encore une fois, c'est très fort, on reste dans l'optique du deck, c'est-à-dire dueler les avants. Voilà. Ensuite, on va choisir un avant, il va gagner plus 2 de force jusqu'à la fin du tour. Là aussi c'est fort, c'est que le problème de notre deck, c'est que nos avants sont pas très forts. Ça permet de 10 paliers lorsqu'il va attaquer. Et enfin, choisir un avant, et il ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ça va vous permettre de, si on a un avant qui est trop compliqué à passer, bah hop, il bloque pas ce tour-ci et on va passer en force. Donc c'est une très bonne carte, elle a juste un défaut, et c'est pour ça qu'on la joue en x1, c'est qu'il faut qu'elle attaque pour qu'elle soit utile. Donc il faut qu'elle reste un tour sur le terrain. Et c'est pas forcément évident, hein. Je vous préviens, c'est vraiment pas forcément évident tout le temps. Mais c'est une carte qui rentre bien dans le deck, parce qu'elle fait un peu tout ce qu'on a besoin. Donc on la joue en x1. Donc voilà, ça c'est nos avants, on a donc une base de 21 avant, qui coûte soit très cher, soit peu. Mais de toute façon, notre objectif du deck de base, c'est de jouer des soutiens. C'est notre soutien vraiment notre arme. Donc, on va forcément perdre du temps à poser nos soutiens. Donc des cartes coûtent très cher, c'est pas si dramatique que ça. Donc pour ajouter ça, on va jouer donc des invocations et des monstres qui nous permettent de gérer le terrain adverse. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Invocations et des monstres, qu'est-ce qu'on va jouer? On va commencer par jouer de Chocomog, qui est une invocation très intéressante pour nous. Alors pourquoi c'est très intéressant? C'est une invocation pour 1, et qui a un X-Burst. Donc déjà c'est un coup pas cher. Ça c'est important. Tout simplement son effet c'est que je vais chercher un job Chocobo ou un job Mog et je l'ajoute à ma main. C'est tout simplement un tuto à Mog supplémentaire qui peut être là en X-Burst. On a besoin de nos soutiens très vite, c'est excellent, on a besoin d'avoir tout le temps des Mog en main pour faire une grosse Serra. Voilà. C'est un deck Mog, on a besoin de Mog, donc on va aller chercher autant que possible. Deuxième invocation qu'on va jouer, et dernière en plus, on va jouer 3 Pampa. Alors, Pampa, pourquoi c'est fort? C'est une invocation qui coûte 4, donc qui coûte assez cher, mais un gros intérêt dans notre deck, c'est que son effet est le suivant. Je vais choisir un avant, et je vais infliger 4000 points de dégâts pour chaque CP d'éléments différents que j'ai joué pour choisir cette carte. Alors, globalement, ça veut dire que si j'ai, pour payer la carte, j'ai payé 2 terres, un foudre, un vent, je vais faire 3 x 4000 points de dégâts. C'est là pourquoi cette carte est intéressante dans notre deck, parce qu'on, comme j'ai dit, on a beaucoup d'éléments différents sur le terrain, donc ça me permet de gérer des gros avants. Et vraiment des gros avants. Hein. Ça permet de gérer des gros avants parce que ça coûte 4. Ça coûte une carte qui coûte assez cher. Si on n'arrive pas à dueler des cartes, bah, on va se servir de ça pour tout simplement détruire les gros avants. Ensuite, on va jouer pas mal de monstres. On va jouer 2 Gigas. Alors, pourquoi Gigas? Donc c'est un monstre pour 1. Lorsqu'un personnage contrôlé par votre adversaire utilise une compétence d'action, je le mets dans la break zone,
j'annule son effet et je détruis le personnage qui a utilisé la compétence d'action. Ça va nous permettre d'éviter des cartes un peu trop chiantes qui vont en abuser. Donc c'est une carte très défensive. Pourquoi on la joue? Parce que ça nous évite des compétences à la con, genre Alan Alem, par exemple, hein, pour ne citer que cette carte de merde, de mort, qui nous casse les couilles. Hein, voilà. Donc ça va permettre de gérer ces decks là qui vont pas être un peu trop chiants. Ensuite, on va jouer de l'Eyak. Alors, pourquoi on joue l'Eyak? Donc c'est un monstre encore pour 1, qui a l'effet suivant. Lorsque un avant contrôlé par votre adversaire nous attaque, on met l'Eyak dans la break zone, on réactive tous nos personnages et on pioche une carte. Pourquoi c'est très fort? Parce que comme je vous ai dit, notre base du deck c'est nos soutiens MOG, donc on a besoin qu'ils utilisent leurs compétences le plus souvent possible. Ça permet de transformer une attaque adverse qui pourrait être rentable en pas rentable du tout, parce qu'on peut gérer tout son terrain. On la joue en x2 parce que, mine de rien, c'est une carte qui est juste défensive, c'est-à-dire que uniquement quand l'adversaire attaque, donc c'est pas non plus le Nirvana. Mais elle est très forte parce qu'elle a un deuxième intérêt, c'est que c'est un monstre FF13, donc ça fait l'effet de lightning sur le terrain. Voilà, c'est globalement pour ça qu'on la joue. Et ensuite on va jouer 2 Zoo. Alors Zoo c'est un monstre pour 2 qui a 2 effets. Lorsqu'il est sur le terrain, je peux le mettre dans la break zone et je réactive tous les soutiens que je contrôle. J'ai pas besoin de vous expliquer, je vous ai expliqué avec l'Eyak tout à l'heure, et il n'y a même pas 2 secondes. Nos soutiens c'est notre deck, donc on a besoin qu'ils soient activés le plus souvent possible. Mais ça c'est uniquement sur le terrain. Si elle est dans notre main, on a quand même un effet qui peut être intéressant, c'est je le mets tout simplement, je vais le défausser, et c'est-à-dire qu'il y a 2 soutiens que je contrôle, je les active. Voilà. Je ne peux activer que ces compétences que si Zoo est depuis notre main. Donc ça me permet, même si j'ai pas cette carte sur le terrain, de réactiver 2 soutiens un peu en surprise, pour faire des effets encore. Très bonne carte, on la joue qu'en x2 parce qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir tout le temps ces cartes là en main. Ces cartes là sont utiles qu'à partir du moment où on est posé. L'objectif d'abord c'est de se poser, puis une fois qu'on est posé, on peut utiliser ça pour commencer en coup. C'est pour ça qu'on la joue pas 1 milliard de fois. Donc voilà, c'était le deck, globalement. On va voir maintenant un peu comment ça se joue, on va parler un peu des match-ups, etc. Alors, le deck MOG. Alors, le deck MOG, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un deck compétitif. Hein. Il n'a pas la vocation d'être compétitif du tout. C'est un deck qui est là pour être fun. Il est là pour être... si vous commencez à jouer, ça peut être intéressant, ça vous apprend à gérer vos couleurs, vos ressources. Quelle carte je vais garder en main? Quelle carte je vais jouer? Ah, cette situation-là, j'aimerais bien utiliser cette compétence-là, mais ça me ferait extraire trop de compétences, voilà. C'est un deck qui, mine de rien, est pas simple à jouer, parce que on joue beaucoup de couleurs différentes, malgré, même si on a des cartes pour gérer nos coups mana. Maintenant, c'est un deck qui est donc lent. Il est très lent, parce qu'on a besoin de poser nos 5 soutiens sur le terrain. Donc on a besoin d'avoir très vite 5 soutiens. Et quand on a beaucoup de couleurs différentes, on peut pas les cracher comme ça, il faut avoir les... Ou alors on a une main idéale pour jouer toutes nos couleurs au bon moment. Mais c'est assez rare, hein, souvent très clair, c'est assez rare. Donc on va essayer de jouer, donc c'est un deck qui est lent au possible. Une fois qu'on a 5 soutiens, c'est à partir de là qu'on commence à jouer, globalement, parce que tous nos avants vont être là pour profiter au maximum des 5 soutiens. Même nos invocations et nos monstres sont là pour en profiter. Donc c'est la base principale du deck, c'est jouer vos soutiens, bordel de merde, c'est votre deck. Enfin, vos 5 MOG, c'est votre deck. Par contre, une fois qu'on est posé, et ben là on est capable de répondre à plein de situations différentes. On est capable de gérer plein de choses différentes. Donc, une fois qu'il est posé, c'est un deck qui est tout à fait correct. On peut gérer beaucoup de choses, on peut être agressif, on peut être défensif, on peut faire... Voilà. Globalement, c'est l'intérêt des decks multicolores, c'est que c'est compliqué à mettre en place. Une fois que c'est mis en place, je vais pas dire qu'on a gagné, parce que on n'a jamais gagné dans la FFTCG, sûr. Mais c'est un deck qui est solide une fois posé. Là, on va avoir des problèmes par contre, et si on se fait gérer très facilement nos avants. Comme je vous ai dit, on a des avants qui coûtent assez cher. Donc si on se les fait gérer, c'est pénible. On n'a pas envie de se les faire gérer parce que ils coûtent cher à reposer, ça nous refait perdre encore du temps, et on peut se refaire aggro derrière. Donc il va faire très attention à jouer nos avants au bon moment. C'est-à-dire pas... l'adversaire joue mono foudre, je vais pas jouer mes gros avants tout de suite, alors qu'il y a encore des ressources en face. Je vais faire attention. Voilà. Il va falloir faire très attention à poser nos avants au bon moment et à attaquer au bon moment. Parce que même si on peut gérer beaucoup de choses,
on n'est pas à l'abri des destructions de cartes, etc. On est surtout fort contre les autres avants, hein, avec Mandoline, Mont Blanc, etc. S'il y a des avants en face, c'est pas le problème. S'il y a beaucoup de gestion en face, là on va avoir des soucis. Et c'est pour ça que le deck n'est pas compétitif, c'est que d'une part il est lent, et ensuite on repose beaucoup sur des avants qui sont pas extrêmement puissants non plus. Hein. Ils sont forts dans notre combo, mais ils ont pas un gros body, ils sont pas invulnérables. Donc on va faire très attention à ça. Je vais pas vous parler des match-ups compétitifs parce que globalement, il n'y a pas d'intérêt, on va se faire pas rouler dessus, mais on va perdre quasiment tous les matchs compétitifs. Et en fun, il y a tellement de decks différents que je pourrais pas vous faire une liste exhaustive. Par exemple, un deck chevalier en face qui va avoir des gros avants, bah ça on va pouvoir le gérer assez facilement une fois qu'on est posé. Un deck chocobo, il va être beaucoup trop agressif pour nous. On va avoir du mal à revenir. Voilà, il y a beaucoup trop de decks fun différents pour vous expliquer ça. Donc voilà, c'était le deck MOG, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez revoir d'autres decks fun dans ce type là, bah, j'en referai. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir, et on verra si je pourrais le faire. En attendant, je vous dis bonne soirée. Ciao.